pour notre deuxième journée, nous allons basculer vers l'étude de la cathédrale elle-même, après toutes les présentations qui ont eu lieu hier. Aujourd'hui, donc, la cathédrale Saint-Étienne, 2 sessions qui sont à notre programme. Toute la matinée sera consacrée aux derniers travaux sur le monument, aux dernières études sur la charpente et les vitraux. Et puis cet après-midi, la session sera consacrée à l'étude des relations entre Notre-Dame de Paris et la cathédrale de Bourges. C'est une session dont nous avions eu l'idée avec Irène Jourdeuil lorsque le programme du colloque s'est monté. Une idée qui est venue presque d'elle-même parce que c'est l'actualité, en quelque sorte, qui l'impose. Donc, plutôt que de revenir sur la cathédrale dans son état en 1324, c'est évidemment le point focal ou le prétexte, l'occasion de ce colloque. Mais hier, Jean-Vincent Jourdeuil nous a expliqué qu'en 1324, la date de 1324 ne correspondait pas nécessairement à quelque chose de très important dans la vie du chantier. Je pense qu'on pourrait en discuter et peut-être revenir sur le pilier butant qui est l'une des dernières parties de la cathédrale de Bourges qui mériterait une étude. Mais bon, les forces n'étaient pas disponibles de toute façon pour faire un colloque sur l'architecture au début du XIVe siècle ou l'art au début du XIVe siècle. En tant que quatorziémiste, je le regrette un petit peu, évidemment. Mais voilà, on fait le colloque aussi avec les forces disponibles. Et les gens qui ont travaillé beaucoup ces dernières années ont surtout travaillé sur Notre-Dame de Paris, d'où l'idée de vous proposer cette session comparant les deux cathédrales et regardant la cathédrale de Bourges à la lumière, sous l'éclairage des acquis récents du chantier scientifique de Notre-Dame de Paris. Alors ça, c'est le programme de cet après-midi. Ce matin, nous allons commencer par une riche et une intervention avec une palette d'intervenants très fournie. L'intervention est prévue pour durer 1 heure, de 9h30 à 10h30. Elle s'intitule « Conserver et restaurer la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, chantier récent et perspective ». Vous avez la liste des intervenants sur votre programme et à l'écran dans l'ordre alphabétique, mais en réalité, l'ordre d'intervention sera un petit peu différent. C'est Irène Jourdeuil qui ouvre le bal et je lui passe donc tout de suite la parole. Voilà, merci à tous. Merci. Alors, donc la région Centre-Val de Loire a le privilège de conserver 5 prestigieuses cathédrales devenues propriété de l'État à la Révolution, Saint-Gatien de Tours, Saint-Louis de Blois, Sainte-Croix d'Orléans, mais aussi Notre-Dame de Chartres et bien sûr Saint-Étienne de Bourges. Si seules ces 2 dernières cathédrales sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, Chartres depuis 1989 et Bourges depuis 1992, les 5 cathédrales de notre région sont en revanche toutes classées au titre des monuments historiques, pour 4 d'entre elles depuis la liste de 1862. Véritables trésors nationaux, elles bénéficient ainsi de la plus haute protection qui soit en matière de patrimoine bâti, reflet de leur intérêt public majeur et de leur appartenance à un héritage commun qu'il convient de préserver. La double distinction de la cathédrale de Bourges, reconnue comme l'un des grands chefs-d'œuvre de l'art gothique et du génie humain, constitue en contrepartie une responsabilité forte pour la Direction régionale des affaires culturelles, un service déconcentré du ministère de la Culture qui assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de conservation-restauration menés sur le monument en relation étroite avec le clergé affectataire. La présente intervention à voix multiples entend refléter un peu la pluralité des métiers et des expertises qui sont requis sur un édifice d'une telle importance et préciser les 3 missions principales qu'assure la DRAC sur ce monument, l'enjeu étant de permettre la parfaite conservation de cet édifice exceptionnel et sa transmission aux générations futures. Donc pour transmettre ce remarquable monument, il convient déjà d'en assurer la sécurité face au risque incendie. L'attention des services de l'État à cet enjeu est forte et a été renforcée, comme vous le devinez, après l'incendie de Notre-Dame de Paris. L'objectif en la matière est de hausser
d'améliorer le niveau de sécurité de la cathédrale en prenant notamment en compte les actions définies dans le cadre du plan sécurité des cathédrales mis en place par le ministère de la Culture suite au drame parisien. Donc en lien étroit avec les pompiers, cette mission est principalement assurée, nous le verrons, par un service de la DRAC établi à Bourges, l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Cher, dont le chef de service, architecte des bâtiments de France, est nommé conservateur de la cathédrale et ainsi responsable unique de la sécurité du bien et des personnes qui l'accueillent. À l'architecte des bâtiments de France revient également la mission d'assurer la maîtrise d'œuvre des travaux d'entretien de l'édifice, mission tout à fait essentielle et destinée à favoriser la conservation préventive du bien et d'éviter des restaurations qui peuvent constituer une atteinte plus forte à la matérialité du monument et qui sont généralement plus coûteuses. Donc à cette mission sont consacrés sur Saint-Étienne de Bourges environ 150 000 € par an pour préserver le bien. Dès lors que l'entretien ne suffit plus, la seconde mission de l'État dont il sera question ce matin est d'assurer la restauration du monument et de son mobilier afin d'améliorer son état de conservation. Cette mission revient à un autre service de la DRAC, la conservation régionale des monuments historiques, qui assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de conservation, de réparation et de restauration sur le monument, tant sur le bâti, sous la maîtrise d'œuvre de l'architecte en chef des monuments historiques, que sur les objets mobiliers. Alors, s'agissant des interventions sur le bâti, on verra tout à l'heure qu'elles ont été régulières et importantes ces dernières années sur la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, puisque depuis les années 2000, ce sont près de 24 millions d'euros qui ont été investis par l'État à la conservation de l'édifice, soit une moyenne d'environ 1 million d'euros par an. Dans cette mission, il faut rappeler que les services du ministère de la Culture mettent en œuvre des principes déontologiques issus de débats souvent passionnés, entamés dès le XIXe siècle et poursuivis jusqu'à nos jours. Et cette mission s'appuie notamment sur un texte fondateur qui est la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, dite Charte de Venise, adoptée en 1964 et qui guide aujourd'hui les travaux sur la cathédrale. Parmi les principes qui ont été développés dans cette charte et donc qui sont pour nous des enjeux en termes de programmation sur l'édifice, il y a notamment le caractère exceptionnel que doivent revêtir les opérations de restauration sur le monument, la priorité devant être donnée à l'entretien et à la conservation préventive du bien, étant entendu qu'il est toujours préférable de prévenir que de guérir. Autre point fondamental, le respect de la substance ancienne, qui implique de toujours tenter de conserver le plus possible les matériaux et les mises en œuvre du passé. L'importance des études, qui sont un préalable indispensable à toute restauration, afin d'établir un diagnostic précis des altérations et de proposer un protocole d'intervention adapté pour y remédier. Et enfin, la Charte de Venise rappelle le respect dû aux états successifs des œuvres parvenues jusqu'à nous. La cathédrale abrite également un patrimoine mobilier très riche, créé pour l'exercice et l'ornementation du culte, et qui bénéficie lui aussi de tous les soins des services de l'État qui en ont la charge. Et c'est ainsi que, parallèlement aux ambitieux programmes de restauration du bâti, eh bien, ces dernières années ont été menées de nombreuses opérations d'inventaire, de conservation préventive et de restauration sur ce mobilier. La maîtrise d'œuvre, le suivi de ces restaurations se fait sous le contrôle du conservateur des monuments historiques, en lien étroit avec la conservation des antiquités et objets d'art du Cher. Cette mission a été assurée durant de nombreuses années, plus de 20 ans, par Philippe Bardelot, donc notre cher collègue et ami à qui nous avons souhaité dédier ce colloque. Et voilà, c'était l'occasion pour moi de rendre hommage à son travail conséquent, important pour la cathédrale, tant en termes d'inventaire que de suivi des opérations de conservation et de restauration aux côtés d'Anne-Isabelle Berchon. Voilà, on a une pensée particulière pour lui aujourd'hui et une pensée reconnaissante. Et enfin, les services de la DRAC, notamment les conservateurs, les chargés d'études documentaires, participent à l'étude et à la mise en valeur du monument et de son mobilier, notamment à la faveur des chantiers de restauration qui sont toujours des moments privilégiés pour l'étude des édifices, de leur structure, de leurs matériaux et de leur mise en œuvre ou encore de leur décor. À ces études contribuent de
très nombreux acteurs, que ce soit au sein du ministère de la Culture, et notamment je pense au laboratoire de recherche des monuments historiques, mais également bien sûr dans le domaine, dans le monde des chercheurs et des universitaires, et on en parlera tout au long de la journée. Donc ces études, elles sont souvent commandées, financées par la Conservation régionale des monuments historiques ou favorisées par elle, notamment en termes d'accès aux biens et à la matière. Ces études, elles ont deux objectifs principaux. C'est d'une part de contribuer à enrichir notre connaissance sur l'édifice et ses spécificités architecturales, mais d'autre part, et c'est un point fondamental pour nous, ces études, elles doivent aussi servir le chantier lui-même afin que la connaissance acquise contribue, chaque fois que cela est possible, à guider les parties et choix de restauration. Donc on reviendra au cours de cette journée sur plusieurs études qui ont pu être menées ces dernières années, sur les charpentes par exemple, sur lesquelles la DRAC a financé des études de dendrochronologie et donc Frédéric Epo présentera les résultats de ces travaux sur la charpente. On peut citer également les travaux portant sur l'usage du métal dans la construction gothique, les études qui ont été conduites au moment de la restauration des portails, ou encore le partenariat établi de longue date avec le Centre André Chastel, dont Karine Boulanger parlera sans doute tout à l'heure. Voilà, donc 3 missions esquissées rapidement, et donc je vais laisser chacun de mes collègues, que je remercie, les détailler en détail pour vous préciser les opérations menées ces dernières années. Donc la sécurité, donc la double mission qui échoue à l'architecte des bâtiments de France que je suis, partagée par mes collègues ABF et portée par le service, parce que bien évidemment je suis aujourd'hui à vous présenter ce que nous faisons, nous, l'UDAP, mais bien entendu il s'agit d'une équipe avec 2 personnes dédiées. Au regard de la taille de la cathédrale, les travaux sont considérables. Donc double mission donc de préservation et de conservation, et une autre mission qui est beaucoup plus sensible, celle de la sécurité-sûreté, au regard de l'ensemble des acteurs présents sur le site. Donc, bien entendu, les missions sont encadrées par des textes dont vous voyez figurer aujourd'hui le Code du patrimoine, bien entendu, le Code de la construction, le Code des personnes. Enfin, on a un certain nombre de règles qui régissent nos missions. Donc je voulais développer la question de l'entretien, puisque et mon arrêté de nomination qui est délivré, c'est un arrêté signé par la préfecture de région. Voilà. Donc les missions, la conservation, assurer la préservation du bien, comme l'a dit Irène, il s'agit d'anticiper pour préserver et éviter les gros travaux. Donc c'est une charge importante avec, vous l'avez vu, une somme conséquente, 150 000 € par an. Cela vous donne le poids pour des travaux effectués. Donc cela va de la charpente, de l'électricité, de la maçonnerie. Vous voyez, ça c'est une liste de travaux faits par Pierre Fournier, seulement du premier trimestre 2024. Donc vous voyez, maçonnerie, contrôle des bas-côtés, menuiserie, tour nord, première fourniture d'une porte, d'une trappe à cloche. Vous voyez, c'est une liste à la Prévert assez conséquente et qui vous donne l'amplitude des travaux. Quand on dit travaux, c'est-à-dire que nous commandons, nous assurons le suivi, nous accompagnons les entreprises. Donc c'est une charge très importante et essentielle à la préservation de l'édifice et du monument. La dernière opération que nous allons engager, c'est une opération importante, puisque nous avons l'aviation civile. Vous voyez, nous accueillons gentiment les pompiers, les antennes de la relais de la police municipale, la détection des avions. Tout ça, ça vous semble anecdotique, mais derrière, ça représente des sommes considérables. Pour remplacer un câble et le remonter, c'est 10 000 €, parce que vous voyez bien qu'à 66 mètres d'altitude, la longueur d'un câble, c'est conséquent, et la manutention, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire un échafaudage, enfin voilà. Donc ces menus travaux sont considérables, parce que non seulement en termes de moyens, mais en termes
termes financiers. Ensuite, donc la seconde mission, c'est celle de la sécurité et sûreté. Voilà, donc je cite l'article Les architectes des bâtiments de France ont une petite revue en ligne et donc l'inspecteur Alain Marinos à la retraite a aussi été conservateur et s'est fait un peu porte-parole parce que ayant été à Nantes, vous voyez, c'est l'incendie de la cathédrale de Nantes en 1972. Donc ces questions de sécurité et de drame, c'est notre quotidien. Donc c'est un travail pour lequel nous devons établir des procédures pour être sûrs de réagir en cas de drame d'une façon efficace et efficiente. Donc nous avons à l'UDAP du Cher, avec l'équipe, rédigé un cahier des charges d'exploitation pour anticiper les mesures en cas d'incendie, avec des exercices réguliers. Ce cahier des charges d'exploitation est partagé par le SDIS, validé par la commission de sécurité. Et les deux, c'est un engagement qui est pris avec l'affectataire. Le premier affectataire, c'est le clergé, bien sûr. Et ensuite, à Bourges, nous avons le CMN, puisque le CMN a pour mission de faire visiter l'église basse et la tour nord. Donc c'est un cahier des charges d'exploitation partagé par deux usagers au quotidien, puisque bien sûr nous n'y sommes pas. Voilà. Et je voulais vous montrer ce qu'a fait nos collègues, les collègues de la DRAC Normandie, un exercice de la cathédrale de Coutances. Donc la deuxième partie, donc la première partie dans le cahier des charges d'exploitation, c'est l'évacuation des personnes. Mais la seconde mission, c'est aussi le PSBC, la sauvegarde des biens culturels. C'est quelque chose de très important. Là encore, je remercie Irène parce qu'elle a beaucoup œuvré à la rédaction des fiches du PSBC et avec des exercices qu'elle a réalisés avec les pompiers et le SDIS du Cher. Et là, vous voyez l'exercice mené par ma consoeur sur Coutances avec l'évacuation de fausses œuvres parce que, au regard de la complexité de ces édifices, leur taille, leur échelle, il est nécessaire d'établir des exercices malgré la réalisation de fiches très précises. Il s'agit de préparer des plans d'évacuation des œuvres en cas d'incendie avec la méthode, c'est-à-dire des bâches, des gaffes, hiérarchiser les œuvres les plus importantes, celles qui doivent être évacuées en premier, celles qui doivent être protégées sur site. Donc tout ça est dans le PSBC. Dans la cathédrale, il y a un lieu dédié au PSBC, c'est-à-dire non seulement il y a le matériel, mais il y a aussi le registre qui permet aux pompiers, en cas de drame, d'avoir le mode d'emploi et les œuvres. Nous les remercions ici, pas chaleureusement, parce qu'ils se prêtent particulièrement bien aux exercices qui ont déjà été effectués. Et puis pour finir sur des notes plus joyeuses, la cathédrale de Bourges, c'est anecdotique, en plein Covid, a été choisie par Jean-Jacques Hano pour réaliser son film retraçant le drame de Notre-Dame. C'est anecdotique, on ne souhaite pas particulièrement que la cathédrale se transforme en studio de cinéma. Et à gauche, à gauche, vous avez le film, une série américaine, Serpent Queen. Et à droite, ce qui nous occupe le plus, c'est tous les ans ou quasiment le Printemps de Bourges avec des grands concerts. Donc la cathédrale, je n'ai pas d'image des 700 ans de la cathédrale. C'était très très beau. On avait une cathédrale qui a accueilli plus de 2000 personnes. C'était spectaculaire et je n'ai pas pris de photos parce que c'était pas le lieu et le temps. Mais voilà, vous imaginez que c'est une cathédrale qui est vivante parce qu'elle est utilisée. Voilà, c'est très important. Merci. Merci. Alors, on voulait vous montrer un petit visuel pour commencer, sur lequel vous voyez les travaux exécutés depuis 25 ans, depuis un quart de siècle, depuis les années 2000 sur la cathédrale.
Tout ça pour donner à voir quoi? Qu'il y a quasiment toujours, enfin, ce que vous pressentez, ce que tout le monde pressent, c'est-à-dire qu'il y a toujours des échafaudages sur la cathédrale quasiment. À part l'année 2016, ne me demandez pas pourquoi, c'est le hasard. On a donc une grande régularité dans les opérations de restauration. C'est important. Pourquoi? Notre directrice vous l'a dit hier, c'est important, bon, évidemment pour la conservation du monument lui-même, mais c'est aussi important pour la visibilité des entreprises qui y travaillent. C'est pour le carnet de commandes. Les opérations de restauration ont une particularité, enfin ont plusieurs particularités. Donc, ce sont des opérations assez coûteuses qui viennent en appui du travail d'entretien qui vient d'être décliné. On parle de centaines de millions d'euros, de centaines de milliers d'euros, pardon. Très souvent, c'est de l'ordre du million, de 1 ou 2 millions, parfois 3. C'est un peu la moyenne. Donc, sur 26 ans, Irène l'a rappelé tout à l'heure, on est à 1 million environ par an en travaux de restauration. La maîtrise d'ouvrage est assurée par le service de la conservation régionale depuis Orléans, avec l'appui fonctionnel, on les remercie, des agents de l'UDAP. La maîtrise d'œuvre est aussi particulière, puisque c'est un architecte particulier dont on parlera après, l'architecte en chef des monuments historiques. Hier, Patrick Ponceau, à partir de janvier, mon voisin, qui vous parlera tout à l'heure. On a une gestion administrative un peu complexe sur ces dossiers, avec beaucoup de paiements. On est régi par la commande publique, le code de la commande publique, qui oblige à certaines règles, transparence des procédures, égalité de traitement des candidats et liberté d'accès à la commande publique. On fait dans ce cadre des consultations d'entreprises avec appel d'offres et puis on choisit les meilleurs. Des opérations avec plusieurs lots de travaux. Très souvent, on rencontre, à part le lot échafaudage, de plus en plus. Avant, il était intégré au lot maçonnerie, mais de plus en plus, il y a une très grande technicité, donc on le commande à part. Un lot maçonnerie, pierre de taille, charpente, couverture, sculpture, etc., vitraux. Donc voilà, donc ces opérations, avec le recul, on s'est aperçu en préparant ça que dans les années 2000, les grands chantiers ont principalement porté, on va dire, sur la mise en valeur du monument et ces parties, entre guillemets, décoratives. Donc restauration des portails ouest, enfin de tous les portails en fait de la cathédrale, et restauration des vitraux des baies hautes. Côté sud. Pas à contrario, dans les années 2000, on constate plutôt, on a été rattrapé, on va dire, par l'état du bâtiment et les travaux, les grands chantiers de restauration ont plutôt porté sur ces parties, disons, techniques, donc couverture du grand comble, les couvertures, toutes couvertures, les toitures plus que couvertures, donc toutes confondues, le grand comble, les bas-côtés, et puis aussi la sécurité des personnes avec la mise en conformité électrique et les voûtes du pilier butant. Je vais détailler maintenant certains de ces, pas tous, ça serait trop long, mais certains de ces chantiers. On va commencer par le dernier très grand chantier, la restauration de la toiture du Grand Comble, qui s'est déroulée de 2010 à 2014. Donc la couverture, pour mémoire, datait d'une campagne de 1882-84 environ. La couverture a duré très longtemps. Pourquoi? Notamment parce qu'elle elle bénéficiait d'un type de pose très innovant pour la fin du 19e, la pose au crochet qui permet d'entretenir sur la longue durée la cathédrale. Toutefois, au bout d'un moment, l'entretien atteint ses limites. Vous le voyez peut-être à l'écran, l'entretien devenait plus fréquent et donc plus coûteux. Donc à un moment, une couverture de ardoise qui tient 120 ans, on était vraiment à la limite. C'était une très belle durée, presque un record. Donc c'est le dernier gros chantier de restauration en ardoise d'Angers. Entre-temps, les ardoisières ont été fermées, c'est dommage. Il y avait 5000 m² d'ardoise ont été changés sur un total de 10 000. Considérez que l'ensemble des couvertures de la cathédrale, c'est 10 000 m². Enfin,
grand comble et bas-côté en tout cas. Et donc la moitié portait sur le grand comble. Ça a été changé lors de cette opération. Voici quelques images. Les Berruyers se souviennent du grand parapluie qui a glissé de l'ouest vers l'est. Donc réalisé en 3 tranches, pour un coût total de 4,3 millions TTC. Ça a été l'occasion de restaurer la charpente, évidemment dessus, et de l'étudier, comme vous le verrez plus tard avec Frédéric Epau dans la matinée. Suite à cette opération du grand comble, logiquement, on est descendu d'un étage et on a entrepris la restauration des bas-côtés. Alors, par où commencer ? On a décidé, après réflexion, de commencer par les travées qui partaient de l'ouest. Donc, on appelle ça, on les a numérotés travées 1 à 5. C'est une opération qui s'est déroulée de 2018 à 2021. Pourquoi commencer par cette zone ? Tout simplement, c'était les plus dégradés. Pourquoi les plus dégradés ? Principalement parce qu'on est au revers des grandes tours et que c'est là qu'il y a beaucoup de turbulences. Au nord, manque d'ensoleillement, enfin moins d'ensoleillement qu'au sud, donc c'est par là qu'il fallait commencer. Donc on a commencé par c'est l'État sanitaire qui a décidé, qui nous a orientés sur cette zone. On a travaillé à la fois au nord et au sud, tranche ferme, la première tranche au sud et la deuxième tranche au nord pour avoir Alors une tranche, qu'est-ce qu'une tranche ? C'est un découpage financier en fait et opérationnel pour ne pas tout budgétiser. Les budgets d'État sont des crédits annuels, comme vous le savez, et donc on s'aligne sur ce rythme budgétaire pour monter notre programmation. On a commencé, donc on est passé, oui, comme je vous le disais, les ardoisières d'Angers ont fermé entre-temps, donc depuis on a monté, on est obligé de nous approvisionner en Espagne, en Galicie, et on a posé des ardoises de marque Cupa. Parallèlement, dans le cadre du programme de cette opération, on a repris le programme de doublage des baies hautes, qui avait été commencé en 1996. On a en effet jugé qu'il n'était pas cohérent de restaurer la couverture en laissant en surplomb un risque de chute d'éléments de sculpture en pierre. On a donc groupé dans une même opération différents lots, restauration des baies, pierres de taille, sculptures, vitraux et restauration des toitures, couverture et charpente. On n'a toutefois pas intégré les arcs-boutants car ils présentent a priori un état satisfaisant et parce que les ajouter aurait alourdi le coût d'opération et ralenti la progression de la restauration. Donc, on a intégré on a repris un programme qui avait été initié plus tôt, dans les fin des années 90, avec le doublage des baies hautes. En quoi consiste le fait de doubler des baies ? C'est tout simplement pour protéger les vitraux dont on rappelle qu'ils sont d'une exceptionnelle valeur à Bourges, les protéger des agressions extérieures, la pollution, les épisodes climatiques type grêle, notamment. Et puis le vandalisme, même si c'est un peu haut, c'est pas à exclure. Donc on protège ces baies avec un protocole, avec une verrière, avec le protocole suivant, c'est un procédé qui consiste à déposer les panneaux de vitrail et d'en créer un double en verre thermoformé, un verre qui reprend l'empreinte du panneau de vitrail et qui va lui donner et qu'on va mettre devant avec une ventilation de 2 à 4 cm entre. C'est un brevet d'une personne assez ingénieuse à Tours qui s'appelle Hervé de Bitus, qu'on met en place quand les vitraux, quand la qualité des vitraux le nécessite, évidemment. Ça a donc été commencé en 1996. Le principe, le détail, vous déposez les vitraux, vous les envoyez chaque panneau en atelier de maître verrier pour restauration et avant de les reposer, ils font un petit passage à Tours où on les pose dans un four, on marque leur empreinte sur une couche de plâtre et ensuite on met un panneau de verre à la même taille évidemment qu'on fait fondre et la verrière de doublage prend l'empreinte
du vitrail qu'il y aura derrière, voilà, à l'écran, ainsi de l'extérieur. Et vous avez en plus un effet granuleux qui évite un effet miroir. Vous avez l'effet du plâtre qui fait que de l'extérieur, on a l'illusion que c'est le vrai vitrail. Et de l'intérieur, on n'y voit rien parce que c'est le même, on a la même lumière. Après cette première opération, on a repris un avancement plus linéaire. On s'est éloigné des tours, donc on a commencé au nord, enfin on a poursuivi au nord. Pourquoi ? Parce que le nord est moins bien conservé, du fait notamment de l'ensoleillement moindre. Il y a plus de mousse sur les ardoises et de lichen, et ça, donc c'est là qu'il fallait aller. Donc on a engagé l'opération de restauration des toitures des bas-côtés nord, travées 6 à 9, logiquement les suivantes. Cette opération avait bénéficié à l'époque, en 2022-2023, du plan de relance. Même programme, même méthodologique pour la précédente opération, c'est-à-dire qu'on fait d'abord les baies au-dessus. Il y a une critique d'authenticité à l'occasion avec le centre André Chastel. Toujours la même ardoise, évidemment, pour unité de teinte sur les bas-côtés, donc toujours de l'ardoise Cupa d'Espagne. Coût total d'opération, 1,75 million d'euros. Voilà quelques photos du chantier en cours. Doublage des chéneaux aussi en cuivre. Et puis restauration des vitraux, voilà. Alors, il était prévu de poursuivre la restauration logiquement, on essaie d'être logique, avec la toiture des bas-côtés des travées 11 à 13, celle que vous voyez suivant. Et puis, donc, vous avez compris la logique des baies du 13e qui surplombent donc les bas-côtés. Mais c'était sans compter les surprises d'une programmation. On a découvert entre-temps qu'il y avait un énorme trou sur la couverture de la tour sud. Et ça, c'est l'opération qui est donc en cours. Vous voyez le trou qui fait à peu près... Alors, on l'a vu un petit peu grandir le temps de monter l'opération. On l'a vu depuis la mairie. Et puis, voilà, vous partez d'un petit trou de 50 cm. Et puis, évidemment, ça empire. Donc, il est urgent d'intervenir. Problématique d'accès que vous devinez. On a demandé à des entreprises d'intervenir à la nacelle, mais c'était très compliqué. La nacelle devait venir de Bordeaux, c'est très compliqué. Puis les couvreurs n'étaient pas très partants pour travailler dans ces conditions à cette hauteur. Donc, on a opté pour ne pas traiter ça en entretien, mais traiter plutôt ça avec une maîtrise d'œuvre d'architecte en chef des monuments historiques et de faire une grande opération. Donc, opération, encore une fois, donc nécessité d'échafaudage, donc échafaudage coûteux, 720 000 euros TTC, pour vous donner une idée. Donc on essaye de les optimiser en faisant autre chose, en rajoutant des choses dans le programme. Et donc, notamment, ce qu'on a ajouté, c'est ce que vous voyez à l'écran. On recouvre les coursives avec du plomb pour protéger la pierre. Dans le programme, on a aussi mis la protection des protections grillagées pour empêcher l'entrée de volatiles dans le beffroi du 13e. Et voilà, donc ça c'est l'opération en cours qui a commencé en 2022 et qui va se terminer en 2025. Cours de chantier, un petit point d'actualité sur le chantier. On a pu constater, donc on a nettoyé le beffroi, la base du beffroi était couverte de fientes de pigeons en assez grande quantité. On a nettoyé ça et dessous on a constaté un dallage, enfin ce qu'on s'attendait à trouver, un dallage en très mauvais état. Il était prévu de le refaire dans le programme, mais on a découvert aussi à droite sur l'image des pierres de réemploi avec des inscriptions. Donc on a décidé de le sortir du programme pour en faire une autre opération que mon voisin aura l'honneur sans doute de faire un jour. On a aussi découvert un état moins glorieux qu'on pensait sur le beffroi du 13e. Vous voyez à l'écran des beaux trous dans les belles poutres. On avait le choix entre changer des pièces, les pièces du beffroi,
Mais comme le beffroi n'est plus en fonction, on a décidé de privilégier la conservation matérielle pour la transmettre aux générations futures. Et donc, on a travaillé en consolidation, c'est-à-dire qu'on a maintenu la matière. Parallèlement à ces campagnes, donc cette opération en cours, 1,85 million. Parallèlement à ces campagnes portant sur les toitures, on avait engagé une mise en conformité électrique. Ça, c'est moins visible, c'est moins plaisant à mener, c'est moins drôle, on va dire. Mais c'est tout aussi important. Il y avait notamment 7 compteurs différents à la cathédrale. On les a tous regroupés en un. On a installé une centrale incendie avant même l'incendie de Paris. Et on a mis en place un protocole avec les pompiers qu'on remercie à l'occasion pour intervenir le plus rapidement possible en cas de problème. Pour la mise en conformité électrique, c'était 1,4 million d'euros. Terminé en 2019. Quelques mots sur les opérations à venir. Sous réserve évidemment des budgets alloués et décidés à l'échelon national, du contexte budgétaire et des surprises qui peuvent survenir en cas de tout confondu, virus, épisodes climatiques, etc. Donc ces nouvelles opérations seront menées avec mon voisin Rémi Fromont. On a un programme en cours qui concerne l'amélioration des dispositifs de sécurité incendie, colonnes sèches et autres, suite à l'incendie de Notre-Dame. Le ministère de la Culture a mis en place un plan sécurité des cathédrales avec certaines directives qu'on essaie d'adapter à l'échelon local. Tout ça pour les monter en gamme et essayer d'améliorer au possible avec un esprit très pragmatique. Restauration des piliers butants. On a donc un échafaudage actuellement sur la tour sud. À l'occasion de ces travaux, on a constaté ce qu'on ne voit pas sur un relevé drone, même si c'est magnifique, c'est très précis. L'œil humain est irremplaçable. On a pu constater que sur le remplage de la salle Jean Boucher, il y avait des fissurations qui étaient problématiques pour la sécurité des personnes. Et la couverture qui a la même date de 1955 que celle de la couverture de la tour sud est en assez mauvais état, notamment les arrêtiers, et il va falloir qu'on y travaille. On réfléchit actuellement avec Rémi Fromont pour monter un programme là-dessus qui devrait... Ça, ce serait sans doute des travaux en 2026. Un grand chantier qu'on reporte un peu, mais qu'on a vraiment en ligne de mire, c'est la restauration du Grand Housteau et avec à son revers le Grand Orgue. Le Grand Housteau, pourquoi ? Les épisodes climatiques risquent d'être de plus en plus dévastateurs. Il faut qu'on protège cette très grande verrière, pareil avec un principe de doublage. Et donc voilà, ça c'est à l'échelon 2026-2027, si tout va bien. Évidemment, on n'oublie pas nos couvertures des bas-côtés et les dernières baies du 13e. Là, on a hâte de revenir à ça. Et puis, à très long terme, enfin beaucoup plus long terme, évidemment, une campagne peut-être, on espère un jour. Moi, je ne la verrai peut-être pas, mais Rémi Fromont, je lui souhaite de l'avoir. Donc une restauration intérieure de la cathédrale quand on aura terminé la mise hors d'eau. Voilà, je vous remercie de votre attention. Non ? Ah oui, c'est un dernier petit mot. Oui, ces chantiers ne seraient rien sans les personnes qui y travaillent, tous les ouvriers, tous les compagnons. Je voulais saluer leur investissement. Je ne pense pas qu'il y en ait dans la salle, mais voilà. Et vous dire une chose, on est en train de rencontrer une crise des vocations. Il y a un risque réel de perte des savoir-faire, de trous générationnels. Je ne veux pas trop être alarmiste, mais le retour des entreprises nous vont toutes dans le même sens et nous parlent de ça. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est tous citoyens, nous commanditaires, mais on a tous un petit rôle à jouer pour donner une belle image de ces métiers qui sont vraiment nécessaires parce qu'on est
On peut être 8 autour de 2 ouvriers dans une réunion de chantier. C'est l'ouvrier à la fin qui prend vraiment soin de la cathédrale. Et donc voilà, il y a des professeurs d'université dans la salle, mais tout le monde, on a des jeunes autour de nous, enfants, copains d'enfants. Il faut dire du bien de ces métiers, il faut dire cette parole, c'est-à-dire qu'on en cherche. Et c'est très bien, ces métiers sont très beaux, ils ne sont pas forcément connus, sauf à la télé, mais non, il faut les sensibiliser, il faut vendre ces métiers. Je vous remercie de le faire. Voilà, les ouvriers et donc le maître d'œuvre. Merci. Merci Pascal. Donc moi Rémi Fromont, je suis architecte en chef de monuments historiques. Alors, je suis un peu le petit nouveau de la bande parce que moi je suis en fonction depuis mars dernier, donc ça fait à peine 6 mois. Et on va le voir arriver sur un édifice, un monument aussi insigne que la cathédrale de Saint-Étienne de Bourges. Ça prend du temps en fait pour rentrer dedans. Il y a des opérations en cours qui sont en train de s'achever, qui sont sous la maîtrise d'œuvre de Patrick Ponceau, mon prédécesseur sur la cathédrale. Et donc moi je ne vais pas vous montrer grand chose en termes d'opérationnel puisque les études sont en cours. Donc l'idée c'est plutôt c'est assez personnel. Alors je suis pas très à l'aise avec ce genre d'exercice, mais qu'est-ce que c'est qu'un ACMH dans tout ce système qui, vous avez vu, est assez complexe dans la hiérarchie et dans l'organigramme du ministère de la Culture, et comment, moi personnellement, alors je suis désolé, c'est un peu personnel pour un colloque, c'est un peu curieux, mais j'appréhende mon arrivée sur un monument comme la cathédrale Saint-Étienne. Alors, on va parler beaucoup aujourd'hui de Notre-Dame de Paris aussi. Moi, je suis en charge, avec Pascal Prunet et Philippe Villeneuve, qui est architecte en chef de la cathédrale à Paris, des opérations d'abord de sécurisation, ça c'est fini, maintenant de restauration de la cathédrale de Notre-Dame. Et donc, je vous ai fait aussi je dirais pas un petit parallèle, mais j'ai mis quelques exemples de Notre-Dame de Paris. Alors, donc, l'architecte en chef, on peut passer à la... Attends, je vais passer à la suivante. Voilà, merde. Excusez-moi. C'est un fonctionnaire de l'État. Sauf qu'on on a des agences d'architecture et donc on est payé aux honoraires avec des honoraires qui sont fixés par arrêté du ministère de la Culture. Et on a une spécificité, c'est qu'on a un champ de compétences exclusif sur les opérations de maîtrise d'œuvre, donc c'est tout le suivi en tant qu'architecte, des travaux de restauration des monuments historiques classés appartenant à l'État. Et on a chacun nos circonscriptions, donc c'est des départements généralement ou des monuments. Donc là, moi, je suis en charge du département du Cher depuis le mois de mars dernier. On va passer à la suivante. Notre rôle, il est complémentaire, notamment de celui de l'ABF. On partage celui de la surveillance des édifices. C'est une mission commune qu'on a, puisqu'on est censé parcourir régulièrement les monuments dont on a la charge et alerter quand on voit des problèmes. Donc là, ce que vous voyez, par exemple, c'est la cathédrale de Clermont-Ferrand, sur laquelle je travaille aussi depuis 2014. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sujets structurels sur la cathédrale, et donc on a décidé avec la CRMH Auvergne de lancer un diagnostic structurel pour comprendre en fait ce qui se passait. Ça peut être très impressionnant, mais finalement pas forcément très grave. L'idée, c'est de savoir justement le niveau de gravité et d'urgence d'intervention. Alors je vous rassure, en fait tout va bien, à peu près. Quand c'est nécessaire aussi, les ACMH peuvent être mobilisés, voire réquisitionnés, ce qui était le cas pour Notre-Dame, pour les sinistres importants. Et donc là, c'est une vue de Notre-Dame qui doit être prise le 16 avril 2019, ou le 15, donc le lendemain ou le surlendemain de l'incendie de la cathédrale. On a un rôle aussi qui est d'aider à définir le parti, la ligne à suivre pour le monument. Et donc pour ça, évidemment, on se réfère aux documents internationaux, tu en as parlé, Irène. Charte de Venise. Moi, j'aime beaucoup aussi le document de Nara sur l'authenticité, qui va un peu plus loin que la Charte de Venise, justement, qui est vraiment dans une logique, purement une logique de restauration. Le document de Nara, il va un peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que l'authenticité sur un monument? Et pour moi, ça passe par beaucoup d'écoute. Avant de pouvoir proposer. Il faut écouter les gens qu'on a autour de nous. C'est la Charte de Venise, document Nara le disent très bien, c'est un collège d'experts qui travaille sur les monuments, on n'est jamais tout seul. Et c'est une fois qu'on a écouté tout le monde, qu'on a pris en conscience des enjeux, je vais en parler après, qu'on peut proposer le parti de restauration. Donc ça, c'est l'arbre des possibles qu'on avait à Notre-Dame pour la restauration de la cathédrale. L'objectif principal de nous tous autour de la table, c'est de transmettre le patrimoine matériel, en l'occurrence pour moi les monuments. Alors, pour
ça, on va passer à la suivante, on a besoin, et là je rejoins Pascal dans son hommage aux compagnons, du patrimoine immatériel, et ça c'est le savoir-faire, notamment des compagnons, charpentiers, maçons, menuisiers, mais pas que, hein, je pense aussi aux grutiers, etc. C'est des savoir-faire très spécifiques, très complexes en monument historique, c'est des carrières, je pense que ce sont de très belles carrières, c'est des métiers qui font sens, et c'est des métiers qui requièrent beaucoup d'intelligence. Pas forcément intelligence scolaire, mais beaucoup d'intelligence. Et moi, je suis très admiratif d'avoir des gens qui étaient parfois totalement en échec scolaire et qui se retrouvent avec des compétences extraordinaires sur ces monuments. Voilà. Mais on peut aussi avoir une très belle carrière scolaire et faire ces métiers. Voilà, faut surtout pas hésiter. Moi, je regrette beaucoup en France qu'on sépare justement ça. L'intelligence manuelle, l'intelligence intellectuelle, c'est deux éléments complémentaires. Moi, je les oppose pas du tout. Et pour ça, il y a un troisième patrimoine qu'on oublie un peu souvent, c'est le patrimoine naturel. Si on n'a pas les matériaux, hein, sur nos monuments, on a des carrières locales qui souvent sont fermées. Donc on a un mal fou à trouver les pierres similaires à ce qu'on avait sur les monuments quand on l'a restauré. C'est pareil pour les bois. Si vous n'avez pas le savoir-faire des forestiers pour conduire la forêt pendant 200 ans ou 120 ans pour ce chêne-là, pour avoir les bois pour faire le chevron Notre-Dame de Paris, vous ne pouvez pas restaurer à l'identique Notre-Dame de Paris. Voilà. Donc c'est très important aussi. Ces trois patrimoines, pour moi, sont fondamentaux pour qu'on puisse garantir la pérennité, ces deux patrimoines, immatériels et naturels, sont absolument fondamentaux pour garantir la pérennité du patrimoine matériel. On peut passer à la suivante. Donc, ce qui est très impressionnant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que restaurer et conserver, c'est intervenir. Donc, c'est une très importante responsabilité qu'on a tous autour de la table, hein, un certain nombre de personnes dans la salle aussi, y compris les compagnons, parce que changer une ardoise, c'est un projet. Aujourd'hui, on n'a plus d'ardoisières qui soient capables de fournir des volumes conséquents d'ardoises en France. Elles sont fermées. Soit il n'y a plus les bancs, soit c'est trop difficile à exploiter. Donc ça change les teintes, ça change la granulométrie, ça change le vieillissement, et donc on est obligé de chercher des ardoises similaires ailleurs. C'est parfois intervenir lourdement, comme à Notre-Dame, et on cherche tous, et là moi ça m'a volé quelques cheveux blancs à Notre-Dame et sur d'autres monuments aussi, à trouver le meilleur parti pour le monument, pour savoir qu'est-ce qu'on va léguer aux générations actuelles, mais aussi aux générations futures. Et quand on voit la cathédrale Notre-Dame comme ça sous l'échafaudage, on se pose quand même parfois des questions pour se dire, est-ce qu'on fait des bons choix? Voilà, donc on verra, hein, l'avenir nous le dira, les générations futures feront leur analyse de ce qu'on a fait nous aujourd'hui. On peut passer à la suivante. Alors, moi personnellement, comment est-ce que, on va dire, j'arrive dans une circonscription et sur un monument comme Saint-Étienne-de-Bourges? Alors, je vais paraphraser un de mes inspecteurs généraux qui m'a un jour parlé de notre cathédrale, qui m'a dit c'est une vraie cathédrale. En fait, la cathédrale de Bourges, c'est un des monuments les plus insignes de France, un double protection UNESCO, il n'y en a pas beaucoup, même Notre-Dame de Paris n'a pas cette double protection. Et donc c'est un chemin, comme vous le voyez sur cette photo, qui est parfois un peu ardu, même si, pour paraphraser quelqu'un d'autre, le chemin est droit, mais la pente est forte. Voilà. On peut passer à la suivante. Donc la question, en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut transmettre et comment est-ce qu'on veut le transmettre. On peut passer aussi à la suivante. Donc là, c'est les charpentes, Frédéric en parlera tout à l'heure. Donc, on a une reconnaissance de la valeur insigne du monument depuis 1862 pour la cathédrale en tant que monument historique, donc c'est assez tôt dans l'histoire du service, c'est contemporain à Notre-Dame de Paris. Et il y a une double protection UNESCO, avec ce que vous voyez là à droite, c'est le plan de gestion, et ça impose en fait d'avoir un regard particulièrement aigu sur ces monuments et particulièrement respectueux. On va passer à la suivante. L'idée, en fait, c'est de comprendre les enjeux patrimoniaux avec la valeur d'ensemble. Bon, je dirais, un édifice comme Bourges, c'est assez facile. On arrive, on fait waouh, quoi. C'est quand même très impressionnant quand on arrive dans cette nef. Moi, j'aime beaucoup cette vue. Là, c'est plus de triforium haut. C'est absolument vertigineux, c'est sublime. Voilà. Alors, bon, vous allez voir, moi, je suis pas très objectif. Hein. Je pense qu'on a besoin d'être passionné aussi pour faire nos métiers. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il faut être à la fois passionné et réfréner nos passions pour pouvoir travailler avec beaucoup de componction et au strict minimum, de manière chirurgicale sur le monument, même si parfois la chirurgie est un peu lourde, notamment, je pense à Notre-Dame de Paris. Là, on n'a pas eu le choix, hein, c'était vraiment la réanimation qu'il a fallu mettre en place, quoi. On va passer à la suivante. Mais aussi la valeur individuelle.
C'est-à-dire qu'en fait, on a plein de petits trésors en fait, dans ces monuments. Pascal t'a montré la dalle de remploi. Là, c'est une petite sculpture qui va être à la jonction de la tour nord et de la nef. En fait, il y en a partout. Il faut être extrêmement attentif à ça, parce que les traces d'outils que vous avez là, tant sur la sculpture que sur la pierre à côté, elles renseignent énormément de choses sur l'histoire du chantier. Et c'est moi, je trouve très émouvant, parce qu'on voit la main en fait, du compagnon qui a œuvré il y a 600, 700, 800 ans. Et ça, je trouve ça, moi, magnifique. En fait, là, on a quitté le chantier il y a 800 ans et ça n'a pas bougé. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Et on a une chance inouïe de pouvoir travailler sur ce monument. Je crois que pour moi, mon approche, j'essaie de ne jamais oublier que c'est une chance et un honneur, une très lourde responsabilité de travailler sur ce monument. Alors, on passe à la suivante. Alors, on a des enjeux sanitaires. Quand on arrive sur des voûtes comme ça qui sont bourrées de trous, avec des fissures partout, on se pose un peu des questions. Sauf qu'en fait, ces voûtes, elles tiennent depuis, celle-là en l'occurrence, 500 ans, depuis les mouvements, ou 600 ans, depuis les mouvements de la tour nord. Voilà. Et on peut passer à la suivante. Il y a des enjeux aussi archéologiques sur ces mêmes ouvrages. Moi, cette petite voûte, elle m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, elle est très riche d'un point de vue archéologique. Et si je dois la restaurer, j'espère ne pas avoir à la faire parce qu'en fait, il y a des mortiers qui, je pense, sont très anciens. Il y a des reprises qui sont très anciennes. Il y a des trous qui ont été faits pour faire passer les mécanismes, les horloges qu'il devait y avoir à un moment, qui devaient être prévus, ou des cloches. Voilà. Donc tout ça, il va falloir en prendre soin et se poser des questions parce que l'état archéologique n'est pas forcément compatible avec l'état sanitaire du monument. On va passer à la suivante. Donc on va devoir beaucoup, nous, en tant qu'architecte en chef des monuments historiques, travailler sur des injonctions contradictoires. Et en fait, faire la synthèse de tout ça et avec un collège d'experts, trouver à l'instant T le meilleur compromis. On a évidemment, tu en as parlé Pascal, des enjeux techniques et de sécurité qui ont été mis, on en avait déjà bien conscience avant l'incendie de Notre-Dame, mais qui ont été mis en exergue après l'incendie à Paris. Et donc là, moi, je poursuis les travaux qui ont été initiés à la fois par le DAP, la CRMH et Patrick Ponceau sur les travaux de sécurité incendie. Alors, j'aurais voulu vous en parler un peu plus, mais en fait, les études sont en cours, donc je n'ai pas grand-chose à vous montrer pour l'instant. Tout ça dans une contrainte budgétaire et financière. Alors, c'est à peu près 1 million d'euros par an en travaux hors taxes pour la cathédrale de Bourges. C'est conséquent, mais en fait, c'est pas énorme. Les budgets MH, donc ça, c'est le bilan 2023, c'est 270 millions d'euros à peu près par an. Je parle sous le contrôle d'Isabelle Schaff qui est dans la salle. Il y a 46 000 monuments en France. Ça fait environ 6 000 euros par monument et par an. Donc c'est pas énorme. Il faut imaginer que la restructuration lourde de la construction d'un collège ou d'un lycée, c'est entre 40 et 80 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'en gros, l'ensemble des monuments historiques tous les ans, c'est 5-6 lycées. Donc c'est pas énorme, pour 46 000 monuments, je le rappelle. Donc on fait beaucoup, en fait, avec très peu, et je pense qu'on peut être très admiratif du service des monuments historiques pour réussir à travailler aussi bien avec, finalement, paradoxalement, aussi peu de moyens. Voilà. On a des enjeux de service, justement, de continuité, parce qu'on est sur le temps long, donc là, c'est des documents de la fin du 19e, de Bozizeval, mais on est dans la continuité, en tant qu'architecte en chef, de l'ensemble des maîtres d'œuvre qui ont travaillé sur ces grands monuments depuis leur construction. Et on est là, en fait, pour s'effacer et surtout pas s'imposer aux monuments. On va passer à la suivante. Aussi, un jeu de service avec tous les acteurs, on a vu, on est nombreux, donc il faut se mettre autour de la table et discuter tous ensemble. On va passer à la suivante, j'accélère un peu parce que je vois qu'il y a... Donc, on a un objectif, c'est d'avoir, tous ici, c'est d'avoir une vision à long terme sur le monument. Pascal, tu l'as très bien expliqué, et en même temps de s'adapter au cas par cas, parce qu'on a en permanence des surprises qui arrivent sur les monuments, tant pendant les chantiers qui sont programmés qu'ailleurs, parce que le monument souvent se rappelle à nous, et c'est très grand, on ne peut pas tout voir, et souvent il y a des urgences qui apparaissent là où on n'avait pas forcément envisagé au départ. On va passer à la suivante. Donc, voilà, je voudrais juste conclure en disant que nous, on est tous là pour se mettre au service du monument. On est là pour transmettre, on n'est pas là pour s'imposer. On peut passer à la dernière. Et on est là ensuite pour s'effacer, pour rendre le monument et donner le monument au public et aux générations futures. Voilà, merci. Alors, en
lien avec la conservation des antiquités et objets d'art, la DRAC, la Conservation régionale des monuments historiques, a lancé des campagnes régulières d'études et de restauration du mobilier de la cathédrale. Je vais aller très vite. Parmi celles-ci, donc, on a fait un choix, donc des restaurations d'objets depuis 2017. Dans le cadre de la poursuite de la campagne de restauration et de réaccrochage de tableaux en vue de leur sécurisation, ce tableau de la Sainte Famille, j'espère, oui, on lit très bien, donc voilà, qui se trouve dans la chapelle Tuilier. En 2023, l'accrochage et la mise en sécurité d'un tableau qui représente Marie-Madeleine pleurant le Christ mort du peintre berruyer Jean Boucher, qui a été mis en dépôt à la cathédrale par la Fédération des Carmélites du sud-est de la France. Parmi les sculptures, en 2017, la restauration de deux têtes en pierre et la mise en sécurité d'une tête d'ange que l'on peut rapprocher des sculptures du Palais ducal. Et aussi l'amélioration de deux autres vitrines qui présentaient des moisissures. En 2023, le nettoyage et la conservation-restauration d'une Vierge en terre cuite de Pierre Biardot, qui est l'un des 3 plus importants terracottistes manceaux du XVIIe siècle, également une mise en dépôt par les Carmélites. On a pris en charge donc au Carmel de Bourges cette sculpture avec l'aide d'une société de déménagement. Il y a eu une étude avant exécution de reprise et de consolidation préalable au transport et actuellement elle est disposée dans une chapelle nord de la cathédrale. Et on a également fait restaurer l'autel en bois pour la recevoir. En 2024, c'est le traitement de conservation-restauration de la Vierge à l'Enfant de Placide Poussiel-Gruzan, qui donc a été un peu rajeuni, nettoyé pour la commémoration de la dédicace. Il y avait un ternissement généralisé, donc notamment des visages. En 2024, restauration du Pélican déposé de la terrasse de la Tour Nord en 1995. Compte tenu de ces missions, la DRAC ne pouvait que s'associer étroitement au département pour l'exposition qui s'est tenue donc aux archives départementales du Cher. Donc on a participé tant pour le contenu que pour le prêt d'œuvres provenant de la cathédrale. Ces œuvres ont été nettoyées et restaurées pour figurer dans l'exposition. Donc, vous voyez notamment une gargouille, un fleuron, un voussoir et donc là, une maquette qui a également été restaurée. Voilà, c'est également, on a également fait en 2019 exécuter un dépoussiérage, une restauration et une nouvelle électrification des lustres de la nef et de la grande couronne du chœur. En ce qui concerne l'orfèvrerie, très récemment, restauration de la croix de procession et de sa hampe, puisqu'il y avait eu d'anciennes interventions, et on a choisi de ne pas faire reprendre la dorure pour conserver la dorure ancienne. Voilà et parmi ces restaurations récentes, on a choisi de développer un peu plus les études qui ont été commandées sur les 2 couples de statues priantes de Jean de France, donc de Berry, et de sa seconde femme Jeanne de Boulogne, couple de priants que conserve la cathédrale. Alors l'un se trouve dans l'église basse et celui que vous avez sous les yeux est disposé à l'entrée de la chapelle d'Axe. Ces 2 couples de priants monumentaux proviennent de la Sainte-Chapelle du Palais ducal. On a donc une vue de ces 2 priants après restauration. Une vue de la chapelle d'Axe, une vue de la chapelle d'Axe, donc des priants du duc et de la duchesse qui sont toujours associés au groupe sculpté de Notre-Dame-la-Planche, qui provient aussi du Palais ducal.
Paul Gauchery, qui était un ingénieur architecte à Vierzon et qui était membre de la Société des antiquaires du Centre, est l'auteur des premières études du Palais ducal et de son décor sculpté, qui a débuté à la fin du 19e siècle. Et ce plan de restitution là, nous montre... Cette restitution nous montre qu'à l'origine, donc, les statues priantes accompagnaient le tombeau ducal devant le grand autel du chœur de la Sainte-Chapelle. Ils étaient disposés au fond de l'abside, au pied de l'autel, qui était surmonté donc, de la sculpture de marbre blanc de Notre-Dame la Blanche, entourée d'anges adorateurs. Donc après l'extinction de la Sainte-Chapelle en 1757, suivi de sa démolition, ces sculptures ont été conservées à la cathédrale. Alors cet ensemble, dont on ne connaît pas l'état sous l'Ancien Régime, a été mutilé durant la Révolution. Les têtes manquaient, à l'exception de celle du duc, comme le montrent ces dessins de François-Alexandre Azé, peintre architecte, illustrateur et lithographe à Bourges. En 1842, le sculpteur archéologue berruyer Jules Dumoutet s'est vu confier, en même temps que la restauration de la chapelle d'Ax, la réparation de la statue de Notre-Dame la Blanche et des deux priants. Pour la restitution de la tête du duc, le statuaire s'est appuyé sur la tête originale du priant de Jean de Berry, qui devait être conservée dans les magasins de la cathédrale. En revanche, pour la tête de la duchesse, il a inventé. Et l'écu peint d'ailleurs sur le devant du prie-dieu montre qu'il a cru devoir à reproduire les traits de Jeanne d'Armagnac, qui était la première épouse du duc. Et la carte postale éditée jusqu'au début, jusqu'en 1910-1911, montre même la légende de la carte postale, dit qu'il s'agit de Jeanne d'Armagnac. En 1910, des conseillers généraux du Cher, parmi lesquels Petit-Jean de Maransange et Ponroy, qui étaient collectionneurs, ont déposé le vœu que la statue de la duchesse soit restaurée par les soins du service des Beaux-Arts, d'après le dessin qu'Holbein le Jeune avait fait des priants lors de son voyage à Bourges en 1523-1524. Alors, ils considéraient que la statue faite par Dumoutet était une tête de fantaisie, que le dessin d'Holbein révélait une tête caractéristique, parlante et expressive, et que celle qui était en place déshonorait la merveilleuse statue par sa banalité et sa médiocrité. Donc après avis favorable du Conseil général, la réfection en pierre de la tête et des mains de la duchesse d'après le dessin d'Holbein fut autorisée et financée par le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Et l'exécution de la nouvelle tête a été confiée au sculpteur statuaire Adolphe Geoffroy, qui était son nom d'artiste. Il a sculpté la nouvelle tête, les bras et les mains de l'effigie de Jeanne de Boulogne, non polychromée, et ces éléments ont été posés en avril 1911. Alors, Adolphe Louis-Victor Geoffroy de Chaume était sculpteur, statuaire et orfèvre. Il avait été l'élève et le collaborateur de son père, Adolphe Victor Geoffroy, dit Geoffroy de Chaume, qui a été le collaborateur de Lassus, de Ruprecht-Robert, d'Émile Boswilwald et ami et collaborateur de Viollet-le-Duc. Donc, il a travaillé sur beaucoup de chantiers de travaux, enfin, beaucoup de chantiers de monuments historiques, et notamment la Sainte-Chapelle et Notre-Dame de Paris. C'était un excellent modeleur. Il est devenu le directeur du musée de sculpture comparée, qui est le précurseur du musée des monuments français. Donc là, il s'agit de son fils, donc Adolphe Louis Geoffroy de Chaume, qui a exposé au Salon des artistes français à partir de 1861. Il a notamment réalisé des sculptures animalières, mais aussi des bustes en marbre d'après ceux de son père. Ici, vous avez donc un exemple d'un groupe en bronze qui a été acquis par l'État et qui aujourd'hui est à, je crois, j'ai oublié, mais c'est écrit, Aix-les-Bains. Très bien. Donc, le devis d'Adolphe Louis Geoffroy de Chaume comprenait le moulage du haut du buste, des bras et des mains de la statue de la duchesse. Et je pense que c'est ce moulage, complété par la nouvelle tête et les mains sculptées
par Adolphe Geoffroy, que l'architecte en chef des monuments historiques Henri Deneux et le photographe Félix Martin Sabon ont photographié. Les éléments refaits sont fidèles au portrait d'Holbein, sans toutefois reprendre toute la richesse des détails décoratifs. Vous verrez aussi que sur la photographie du milieu, on s'aperçoit que la tête du duc, la tête originale du duc a été moulée aussi avec des restitutions. Alors vers 1917 aussi, Paul Gauchery a demandé, enfin a fait en sorte que les armes de Jeanne d'Armagnac soient bien remplacées par celles de Jeanne de Boulogne. Alors la tête qu'avait sculptée Jules Dumoutet a réapparu sur le marché de l'art. Les deux têtes sont évidemment bien différentes l'une de l'autre, mais on voit le même traitement assez raffiné de la polychromie. Alors globalement, ces sculptures étaient plutôt en bon état général, mais les restaurations avaient mal vieilli. Donc, les lacunes de polychromie permettent de voir que les priants ont été taillés dans un calcaire fin très clair et parfois au creux jaune en surface, sans doute en raison des bouche-ports préalables à l'application de la polychromie. Donc, il est probable aussi que les corps des priants, les têtes, y compris les têtes, aient été taillés dans un seul grand bloc de pierre, de même les prie-dieu. En revanche, les éléments saillants ont sans doute été rapportés. En 1842, Dumoutet a comblé les nombreuses détériorations par du ciment romain, donc un ciment naturel en provenance de Vassy, matériau très novateur à l'époque et qui a été beaucoup employé, notamment par Hippolyte Caudron sur les sculptures du portail de la cathédrale. Donc voilà, toutes ces reprises au ciment romain de la statue du duc et de la duchesse, des bouchages, des restitutions donc, ont été exécutées, effectuées sur l'ensemble des volumes. Des reprises en plâtre également ont été effectuées, sans doute plus récemment. Il y a une intervention en 1974 par Robert Baudouin, restaurateur parisien dont on sait pas, enfin, qui est peu documenté. Il y a également sur ces statues des éléments métalliques, des goujons qui fixent au support les réfections en plâtre ou au ciment. Donc là encore, un peu partout sur ces sculptures, et elles ont gonflé et du coup ça provoque des fissures, des fentes et également des éclatements, le détachement des bouchages. Alors les deux têtes en pierre d'époques différentes conservent les marques des points de repère, c'est ce que voilà, disposés pour la mise au point à partir du modèle que l'on a reproduit. Il y a au moins deux principaux niveaux de polychromie et sans doute aussi des traces de la polychromie originale. Avant la réfection du visage et des mains en 1911, elles étaient exemptes, enfin, qui sont exemptes de peinture. La polychromie couvrait la totalité des figures. Le plus récent niveau de polychromie, probablement du XXe siècle, est en assez bon état de conservation. Je commence à... voilà. Il y a eu des essais de nettoyage un peu agressifs, assez récents, sur le manteau doublé d'hermine du duc, qui ont décapé le bleu soutenu et mis au jour un bleu plus clair, sous-jacent, posé sur le ciment naturel. Les niveaux anciens, donc il y a des reliquats de polychromie ancienne, sans qu'on sache, qu'on puisse affirmer qu'il s'agit de la polychromie originale. Voilà, donc la restauration, le traitement, donc on a nettoyage, dépoussiérage, il y avait des projections de cire qui ont été éliminées aussi, et voilà, des surfaces assombries, et on peut quand même retrouver des éléments anciens de la polychromie, notamment l'étoffe précieuse du livre de la duchesse. Voilà, donc avant-après. Très rapidement, donc, sur les effigies priantes de la crypte, donc, la DRAC a engagé une étude pour une meilleure présentation du gisant du duc et des priants qui l'accompagnent, et également en prévision de l'exposition qui sera consacrée aux très riches heures du duc de Berry par le château de Chantilly en 2025.
Donc là, on voit les 2 priants qui étaient dans la galerie, sous la galerie du Cerf, qui précédait la Sainte-Chapelle. Elles ont été elles aussi transférées à la cathédrale en 1757. À la base du priant de la Duchesse, un évidement montre qu'elles étaient un peu l'une à côté de l'autre et l'une derrière l'autre, qui regardaient un même point. À l'origine, elles étaient sans doute polychromées. Elles ont été réparées lourdement, au moins à 3 reprises, ce que confirment les documents, avec de nombreuses réfections en ciment naturel ou en plâtre fixé par des goujons métalliques qui, là encore, s'oxydent et font éclater la pierre. Voilà des dessins d'Olivier Roland, restaurateur de sculpture, qui indiquent donc d'abord le matériau, la pierre de Charlie, et les restaurations avec de nombreux des matériaux divers. Voilà. Donc, il propose évidemment, il exprime dans son rapport des préconisations pour une meilleure conservation de ces priants et notamment une meilleure présentation, puisque en ce moment, si je peux dire, le gisant du duc est prié par lui-même, ce qui n'est quand même pas très logique. Voilà. Merci.